Monsieur Victor Noumoé, Monsieur Ismaël Akalay et Monsieur Wilfried Maman, et vous remercie d'avoir accepté notre invitation à prendre part à cette table ronde virtuelle afin de partager avec nous votre vision et retour d'expérience. J'invite l'ensemble des participants à interagir avec nos panélistes en posant vos questions sur la rubrique chat en bas de la plateforme. Patricia, je te donne la parole pour animer cette session qui s'annonce déjà très riche et vous souhaite une excellente webconférence. Merci beaucoup, merci Khadija, bienvenue à toute notre audience et surtout merci à tous nos panélistes. Comme Khadija l'a dit, nous attendons deux autres panélistes qui sont en train de se joindre à nous. Bienvenue Madame Anaya, elle tombe à point nommé. Il nous manque un dernier, Monsieur Mama, qui va se joindre à nous aussi sous quelques instants. Mais sans plus attendre, pour ne pas vous sur les enjeux de l'excellence opérationnelle. Mais avant tout, nous allons vous présenter côté PwC notre entreprise opérationnelle PwC en francophone saharienne et en EMEA sur l'Europe, Moyen-Orient, Asie, et vous présenter quelles sont aujourd'hui les préoccupations. Ça va servir en fait de teaser pour notre débat. Et ensuite, nous introduirons nos panélistes et nous engagerons les hostilités, comme j'aime les appeler. Et pour des modalités pratiques, n'hésitez pas, si vous avez une question, à lever la main, mais aussi à mettre vos questions dans la chatroom en bas. Nous les prenons au fur et à mesure que le débat avancera. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas si la régie est prête pour projeter l'enquête. OK, donc je vais y aller. Je ne sais pas si tout le monde arrive à voir mon écran. Khadija, tu vois l'écran? Non, je ne vois pas le partage, non. Je pense que maintenant, c'est bon. Oui, c'est bon. Parfait. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'excellence opérationnelle est devenue un sujet prioritaire pour répondre aux enjeux de compétitivité dans les entreprises. Selon la dernière enquête CEO Survey de PwC, 43% aujourd'hui des entreprises intègrent en fait le sujet de l'excellence opérationnelle dans leur plan stratégique avec un sponsorship au niveau du top management. Cependant, 96% de ces entreprises ont mis ces sujets à l'ordre de leur plan stratégique à 3 ans. Ils ont identifié aussi l'excellence opérationnelle comme un levier de compétitivité à prendre en compte. Les raisons souvent annoncées de la part de nos CEO pour pouvoir engager ce programme d'excellence opérationnelle, c'est surtout l'amélioration de la productivité et aussi l'augmentation des gains, la satisfaction client. Mais quels sont donc les enjeux aujourd'hui? On a la question de savoir pourquoi est-ce que vous vous engagez dans ce type de programme d'excellence opérationnelle. Nos patrons répondent à plus de 7 sur 10. Premièrement, réduction, optimisation des coûts, amélioration de la satisfaction client, mais aussi c'est un levier d'accélération des problématiques de transformation digitale. Mais on se rend compte quand même, bien que ce soit un sujet et un enjeu stratégique important, cette démarche d'excellence opérationnelle reste encore peu mature sur l'ensemble des organisations. En effet, 6 organisations sur 10 ou 6 patrons sur 10 ont jugé leur dispositif de gestion d'excellence opérationnelle peu mature. Et les raisons, le plus important, c'est
comment embarquer l'organisation, mais aussi l'accompagnement des team leaders pour pouvoir donc accélérer ou mettre en place de façon effective ces enjeux d'excellence opérationnelle. Quels sont donc les freins? On leur a demandé sur l'ensemble des freins ou des difficultés en fait que vous avez, quels sont les éléments qui ont un impact très important, quels sont les freins qui ont un impact important sur votre dispositif, sur la mise en route de ces programmes d'excellence opérationnelle. Et les freins principaux identifiés, plus de 8 patrons sur 10 vous disent complexité des circuits décisionnels qui rend en fait l'agilité, l'excellence des opérations difficiles. Ensuite vient tout ce qui est problématique d'harmonisation des processus internes, des pratiques et des métiers, mais aussi l'autonomisation des équipes. Comment est-ce que les équipes sont autonomes et peuvent prendre des décisions rapidement pour satisfaire les enjeux de l'organisation. Et 65% pensent que les pratiques sont peu incarnées au niveau du management de proximité. Comment l'organisation adopte-t-elle dans ce cas ces enjeux ou ces programmes de transformation d'excellence opérationnelle? Notre débat aujourd'hui va porter excellence opérationnelle. Quelle est donc la formule gagnante? Et pour ce faire, j'ai l'honneur ici aujourd'hui d'avoir nos panélistes sur ce plateau qui vont partager avec vous leurs enjeux, leurs leçons apprises, mais surtout leurs secrets et la formule gagnante pour pouvoir y arriver. Mais avant tout, on va faire un petit tour de table et les laisser se présenter assez rapidement. Effectivement, nous disons honneur aux dames. À vous, Anaya, pour votre introduction rapide. Merci Patricia. Bonjour à tous les panélistes, Khadija et tous les auditeurs, tous les participants. Je suis Madame Anaya Bewa, je suis basée à Kinshasa en République démocratique du Congo. Je suis secrétaire générale à Fricel RDC. Fricel est un des 4 opérateurs de télécommunications en RDC. Et dans mes fonctions au sein de la direction générale, en tant que secrétaire générale, je couvre les départements juridiques, le département de la réglementation, parce que les télécommunications sont un secteur très réglementé, et également le département des politiques publiques, de développement de politiques publiques, et aussi celui des relations avec les institutions. Et sur mon parcours, j'ai vécu en France où j'ai eu mes diplômes d'économiste, je suis économiste de formation. Et depuis que je suis revenue en Afrique, sur la mère patrie, au Congo, j'ai surtout évolué dans les secteurs des réformes institutionnelles, des réformes publiques, particulièrement auprès des bailleurs de fonds ou des organisations multilatérales comme la Banque mondiale ou l'USAID ou DFID. Et j'ai également cette deuxième compétence qui est un investissement depuis la France où j'ai travaillé pour Kinevic Millicom et ici en RDC, les télécommunications. Voilà en résumé qui je suis et je suis ravie de faire partie de ce panel et de pouvoir échanger avec tous les participants. Merci Patricia. Merci beaucoup Anaya. On va passer la parole à Ismaël. Bonjour, je vous parle à partir de Casablanca. Je m'appelle Ismaël Akalay. Je suis actuellement directeur général de la Sonacid, qui est une société de sidérurgie qui produit de l'acier. Et auparavant, j'étais dans une compagnie minière où je dirigeais plusieurs mines et usines au Maroc. Et j'ai travaillé aussi sur la République démocratique du Congo pendant 8 ans, où j'ai développé un gisement assez intéressant de cuivre et de cobalt. Je suis chimiste de formation et je suis content d'être parmi vous ce jour. Merci beaucoup Ismaël. Victor. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Victor Numoué. Je suis content d'être avec vous ce matin. Donc, je suis directeur général adjoint de la Banque Société Générale au Cameroun, de la filiale du Cameroun Société Générale.
Et en tant que directeur général adjoint, je m'occupe essentiellement de quelques périmètres dont je citerai notamment le secrétariat général, dont le secrétariat général couvre le contrôle permanent, la gouvernance, c'est-à-dire la gestion du conseil d'administration, et puis le juridique. Donc, en dehors du secrétariat général de la banque, je chapeaute également les services généraux, les moyens généraux, dont notamment la logistique et les achats. Je chapeaute la direction des opérations. Et la direction des opérations, c'est la direction qui s'occupe de tout ce qui est back-office, traitement back-office des opérations de la banque. Et je m'occupe également chapeaute également la direction de conformité de la banque. Donc, je cumule à peu près un peu plus de 25 ans de carrière dans la banque, donc essentiellement en Afrique. J'ai fait plusieurs pays, plusieurs fonctions, plusieurs métiers. Donc, j'ai été directeur financier, j'ai fait la gestion des risques, j'ai été directeur général d'une petite filiale au Burundi. Et donc, je suis chez Société Générale depuis 2 ans. Donc, je suis très ravi de pouvoir partager avec vous ce matin. Et de pouvoir surtout partager un peu de mon expérience et aussi apprendre en échangeant avec vous. Merci. Merci beaucoup, Victor. Bonjour, Wilfried, bienvenue. À toi. Bonjour, donc je me présente Michael Mama, directeur d'exploitation du port autonome de Kribi, essentiellement en charge de plusieurs missions, la politique commerciale et tarifaire du port, la gestion des activités, notamment des activités concédées, de l'implantation industrielle également, dans le cadre du développement logistique aussi, et bien évidemment, vous l'aurez compris, dans le cadre du suivi du contrôle des opérations portuaires, maritimes et terrestres. Donc, je suis manager en transport logistique et commerce international de formation. J'ai près de 15 ans dans le métier, donc sur toutes les différentes facettes, qu'elles soient le transit, le transport, les opérations logistiques ou encore l'agence maritime. Donc, j'espère que ça sera fructueux pour tous les participants. Merci beaucoup, merci Michael. Donc, comme vous le voyez, nous avons des panélistes d'envergure, hein, des experts dans leur métier. Je vais poser la question à nos chers panélistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec les résultats de l'enquête CEO où on disait qu'à peu près 9 organisations sur 10 intègrent des problématiques d'excellence opérationnelle dans leur plan stratégique à 2 ou 3 ans? La première question, ce serait pour vous d'ailleurs, qu'est-ce que l'expérience opérationnelle? Est-ce que ça représente effectivement un enjeu stratégique dans vos secteurs d'activité respectifs? Victor? Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec la définition qui a été donnée à l'entame de ce webinaire, parce que l'excellence opérationnelle, c'est effectivement un processus visant à améliorer les performances d'entreprise grâce à l'optimisation des facteurs qui vont des facteurs de production jusqu'à la délivrance du service à la clientèle, sachant que le point qui est important, c'est la clientèle, parce qu'on peut tout optimiser, mais en rien, on devrait altérer la qualité de service à la clientèle. Au mieux, on devrait pouvoir plutôt l'améliorer, plutôt que de l'altérer. Donc, je suis tout à fait en ligne avec la définition qui a été donnée, sachant que en termes d'optimisation, ça peut être l'optimisation en termes de productivité, c'est-à-dire pouvoir délivrer à moindre coût, pouvoir délivrer, pouvoir produire peut-être mieux et peut-être produire un peu plus avec moins de ressources. Ça peut être également effectivement réduire les charges, mais pour une activité comme l'activité bancaire, je dirais même on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire que ça peut être même consister également peut-être à pouvoir maîtriser même les risques, parce que aujourd'hui, la banque, c'est beaucoup de risques, les risques opérationnels, les risques de crédit. Les risques opérationnels représentent un facteur très important. Donc, vous pouvez maîtriser vos frais généraux, mais à la fin de l'année, vous vous retrouvez avec une perte simplement parce que vous n'avez pas maîtrisé vos risques opérationnels. Donc, l'excellence opérationnelle, pour moi, également, peut aller jusqu'au niveau de la maîtrise des risques. Parce qu'en optimisant, en automatisant, on arrive à contrôler mieux les risques. Merci beaucoup, Victor. Voilà. Ça me fait rebondir avec Ismaël, qui doit aussi avoir dans son industrie un métier, dans son secteur, en fait, un enjeu, un secteur
réglementé, avec des enjeux de risque aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Victor sur sa perspective sur l'excellence opérationnelle et des différents enjeux stratégiques pour vous? Oui, tout à fait. Moi, j'ajouterais d'abord, parce que c'est important de bien définir l'excellence opérationnelle. D'abord, c'est une ambition. C'est une ambition qu'il faut réussir à partager avec l'ensemble du personnel. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à réaliser, mais cette ambition doit avoir pour objectif d'abord de satisfaire les actionnaires, si les actionnaires sont là, ensuite les employés, parce que c'est eux qui vont être porteurs de tout l'effort nécessaire pour réaliser les objectifs de l'excellence opérationnelle. Les clients, la satisfaction client. Sans client, il ne peut y avoir d'excellence opérationnelle. Et les fournisseurs, on a souvent tendance à oublier l'impact que les fournisseurs peuvent avoir sur l'excellence opérationnelle. Une fois que tout ça est mis en place, il faut décliner l'objectif ou la vision en objectif opérationnel et les suivre au quotidien et faire en sorte d'intégrer l'ensemble, je dis bien l'ensemble du personnel. Je pense qu'on aura l'occasion, je vous parlerai d'un certain nombre d'expériences vécues et qui ont abouti à des résultats extrêmement intéressants. Merci beaucoup, merci Ismaël. Et qu'en est-il, Wilfried, dans le domaine parapublic dans lequel vous êtes, le port, tout ce qui est domaine portuaire? Est-ce que vous avez aussi positionné l'excellence opérationnelle comme enjeu stratégique pour vous? Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans votre secteur? En vérité, pour nous, pour être très concret, il faut savoir que l'excellence opérationnelle, pour nous, c'est un synonyme en fait de la stratégie d'entreprise. Parce que c'est l'objectif pour chaque entreprise, c'est de pouvoir fournir, pour être très précis, un service un service qui est pertinent. Donc, ça veut dire l'adéquation entre les coûts, les délais, la qualité de service et l'exigence de la clientèle. Une adéquation parfaite entre tout ça nous permet donc d'assurer justement des délais de passage intéressants et surtout de favoriser le dynamisme donc des services que nous pourrions donner. Et tout cela dans un contexte, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on fait le lien avec la stratégie d'entreprise qui est déjà très concurrentielle. Nous avons des défis réglementaires importants. Il y a aussi de nouveaux acteurs qui viennent régulièrement. Il y a la digitalisation, les nouvelles technologies, les contraintes environnementales. Donc, la stratégie d'entreprise est un synonyme de l'excellence opérationnelle car l'objectif de chaque entreprise, c'est de réaliser du chiffre d'affaires et surtout d'avoir de la satisfaction clientèle ou encore dans le cadre de son produit. Voilà comment nous le définissons au niveau portuaire, sachant vraiment que nous, dans notre position, nous travaillons avec une multitude d'acteurs différents et il est très important de pouvoir tous les satisfaire et s'assurer que chacun d'entre eux réussisse parce que la réussite des acteurs permet la réussite de la plateforme portuaire. Merci beaucoup, merci Michael. Anaya, on dit souvent que le secteur des telcos, c'est un des secteurs qui a eu beaucoup le vent en poupe, où nos régulateurs pensent que l'argent coule à flot. Quelle est votre perspective dans votre secteur sur l'excellence opérationnelle et ses enjeux? Oui, je pense que si je dois revenir sur la définition de l'excellence opérationnelle, particulièrement pour nous, c'est une approche, mais nous la prenons comme une approche systémique. Euh, euh, Nous sommes dans un secteur très concurrentiel, donc l'optimisation fait en fait partie de l'ADN même de l'entreprise, à cause en fait de l'environnement et le secteur dans lequel nous évoluons. Et je pense que pour compléter les définitions que mes co-débatteurs ont données, il s'agit réellement pour nous, c'est l'excellence opérationnelle. Il s'agit pour nous d'optimiser non seulement les processus, mais également la satisfaction des clients et aussi les capacités des employés, des équipes. Et tout ça, c'est effectivement pour atteindre des meilleures performances, que cela soit en matière de productivité, de qualité ou même de rapidité et de profitabilité. Je pense que je prendrai l'exemple précis d'Africell
Pour nous, notre mission, c'est de nous assurer que nous apportons des services de connectivité de qualité au sein de la population congolaise. Et à ce titre-là, être efficient, être excellent au niveau opérationnel est pour nous vital et critique. Nous sommes particulièrement dans un secteur très concurrentiel et être lean, optimisé à tous les niveaux, devient le mode en fait de fonctionnement pour une entreprise de télécommunications. Être lean, je pense que nous savons un peu ce que cela signifie. C'est surtout une recherche systémique d'être fit, d'être right, d'être dans les bonnes, d'être juste, d'avoir le juste prix, d'avoir la bonne évaluation des besoins des clients, mais c'est également s'assurer que les capacités en interne sont ajustées de manière à ce qu'elles répondent en fait aux besoins de ces clients. Donc ça veut dire être beaucoup plus simple dans les processus, dans la chaîne de décision, être plus court, ça signifie être beaucoup plus rapide, ça signifie pour nous aussi être beaucoup plus centré sur des besoins spécifiques des clients, mais c'est aussi une stratégie mise en place d'arbitrage entre le insourcing, l'internalisation ou l'externalisation de certaines de nos fonctions et de certaines des prestations dans la chaîne de la production de nos services. Donc tout ça mis ensemble, particulièrement dans les télécoms, nous permet réellement d'obtenir des vrais gains, des gains de rentabilité, des gains de profitabilité, je dirais, parce que lorsque nous donnons les services les plus adéquats à une cible de la population qui correspond qu'à ce qu'ils demandent, donc il n'y a pas de dispersion, il y a vraiment un gain de profitabilité qui nous permet, en général, là où nous arrivons, nous rencontrons des entreprises majeures. Nous rencontrons des opérateurs qui sont d'une taille assez impressionnante. Mais nous arrivons par justement l'excellence opérationnelle, le fait de l'avoir systémisé, à avoir des parts de marché conséquents et à se positionner selon les villes en première ou deuxième position. Et je dirais aussi qu'il y a vraiment des vrais gains au niveau des capacités, des ressources humaines, parce que les approches sont intégrées, l'implication devient beaucoup plus forte au sein de nos équipes. Donc, en gros, je pense que c'est une approche qui est vitale, c'est une approche qui n'est pas nouvelle, mais certainement, elle devient de plus en plus critique d'être réfléchie d'une manière cohérente et d'être sponsorisée, comme vous le disiez, Patricia, au niveau du management. Je conclurai en disant que par rapport à l'étude qui part de 9 entreprises sur 10 qui intègrent qui ont intégré dans les 3 ans cette approche, il est vrai que aujourd'hui, ce qui n'est pas nouveau, c'est l'optimisation des coûts. Et on a plus tendance à regarder l'excellence opérationnelle en termes de réduction de coûts. Mais je crois que les autres intervenants et moi-même, nous venons de mettre en place et en lumière d'autres paramètres comme la satisfaction du client, comme autant aussi la capacitation des employés, des paramètres critiques pour maximiser l'excellence opérationnelle au sein de l'entreprise. Merci beaucoup, Anaïs. Et source, ça me fait passer à la deuxième question. En fait, 9 entreprises sur 10, effectivement, comme vous l'avez vu, ont mis l'excellence opérationnelle dans leur plan stratégique. Mais 5 sur 10, donc c'est-à-dire plus de la moitié de ces entreprises qui ont cette ambition, trouvent quand même que leur dispositif n'est pas mature. Quels sont aujourd'hui les principaux défis qui empêche en fait la réalisation de cette ambition, de ce positionnement, de l'excellence stratégique au sein des organisations, malgré effectivement toute la bonne volonté du top management de pouvoir pousser ces problématiques. C'est ouvert, hein, les panélistes. OK. Donc je voudrais déjà peut-être dire que l'excellence opérationnelle, c'est un processus, donc c'est un processus continu. Donc, je dirais que
c'est pas du premier jour, c'est pas un bâton magique, c'est pas du premier jour qu'on va tout transformer. Mais je pense que ce qui est important, et je pense que ce qui est important, et puis peut-être le point sur lequel il faut faire attention, c'est de vouloir tout avoir tout de suite. Je pense que toute la question est effectivement déjà de planification, parce que l'excellence opérationnelle, c'est un exercice de long terme. Ça doit faire partie de la culture de l'entreprise. Et c'est là où c'est le point important. Ça doit être adopté par tout le personnel. Ça dit que c'est pourquoi c'est important que l'excellence opérationnelle soit drivée par déjà le top management, par le leadership de l'entreprise. Et ensuite, il ne faut pas ignorer un point important qui est le changement, la culture du changement, la résistance au changement, parce que tout ce qui est nouveau, ce n'est pas évident. Donc, c'est pourquoi c'est important qu'en termes de culture, ce soit effectivement inscrit dans la culture de l'entreprise, que ce soit porté par le top management, pas seulement par la direction générale, mais également tout le côté de direction, qu'on puisse tous parler le même langage. Et puis, l'excellence opérationnelle, ce n'est pas peut-être une histoire peut-être de back office ou bien une histoire de front office. Il faut qu'effectivement qu'il y ait un lien. Les actions à mener doivent permettre d'avoir effectivement un lien au niveau de toutes les entités. Par exemple, je prends l'exemple de la banque. Aujourd'hui, dans beaucoup de banques, on a la notion de share service qui fait que, même étant du back office, quelque part, on est aussi fournisseur interne de ceux qui sont front office. Donc, on doit pouvoir améliorer son PNL, on doit pouvoir également pouvoir délivrer une certaine qualité de service à nos clients internes, pouvoir maintenir notre propre PNL. Donc, pouvoir arriver à cette dynamique, c'est l'idéal. Et avoir une quête permanente de l'excellence, c'est l'idéal pour avoir au sein de l'entreprise. Merci. Merci, Victor. Michael a levé la main, ensuite Anaya. Oui, effectivement, en plus de ce qui a déjà été dit par Victor, donc je vais sans doute juste apporter un complément ou des éléments supplémentaires, savoir comment on voit les choses. Effectivement, c'est un processus très long qu'il faut construire en vérité. Et souvent, en fait, la difficulté qui peut se poser pour des entreprises, c'est que le bon diagnostic n'a pas été fait au départ. Parce que, on va dire, mettre en place justement, on va dire, une stratégie d'entreprise pertinente et donc une excellence opérationnelle dépend de quand est-ce que nous avons en fait créé notre entreprise. Est-ce que c'est une entreprise nouvelle ou est-ce que c'est une entreprise ancienne? Donc déjà, à partir de ce moment-là, quand on fait le diagnostic, il faut réussir à définir des objectifs clairs. Il faut réussir à définir des objectifs et des ambitions claires. À partir de ce moment, il faut réussir après à aligner en fait l'ensemble du personnel à cela. Et ça passe par beaucoup de processus. On peut parler de la culture d'entreprise justement qui va être mise en place. Où est-ce que nous voulons amener l'entreprise? Quelles sont les valeurs que nous tenons? Qu'est-ce que nous devons avoir qu'éthique? Il y a aussi tout ce qui va être l'accompagnement en fait de l'ensemble des employés dans leur vie dans l'entreprise. Et ça se passe dès le recrutement. Est-ce que nous allons donc avoir une culture d'apprentissage des employés? Est-ce qu'on va avoir une culture pour pouvoir mettre en place le parcours professionnel de l'employé? Donc, qui puisse évoluer justement dans son environnement, qui puisse se projeter, le valoriser en termes importants. Il faudra aussi investir, que ce soit sur les nouvelles technologies, la digitalisation, pour rendre flexible, fluide l'ensemble des méthodes de travail, pour réussir à faciliter justement l'accès à l'information, communiquer, collaborer. Donc, vraiment, quand on voit l'ensemble du prisme que nous mettons en avant dans le cadre de la mise en place de l'excellence opérationnelle pour pouvoir avoir des informations beaucoup plus facilement, les traiter plus rapidement et fournir le service, on voit que c'est un processus de long terme et qu'il faut démarrer le plus rapidement possible. Et surtout, ne pas oublier l'évaluation de ce que nous avons fait, parce que ça permet justement d'ajuster d'année en année ou sur des séquences un peu plus longues de moyen terme, l'ensemble des mises en place que nous avons essayé de réaliser dans le cadre de ce nouveau mindset. Merci. Anaya et ensuite Ismaël. Oui, je pense qu'il pourrait exister plusieurs enjeux et il y a des enjeux qui sont d'ordre un peu générique et d'autres beaucoup plus spécifiques selon la zone géographique où l'entreprise s'établit où elle opère. Mais je retiendrai deux enjeux majeurs qui peuvent constituer des freins.
Le premier, c'est le bon diagnostic environnemental du marché. Pour reprendre le cas que je connais, celui de l'opérateur ici en RDC, lorsque nous arrivons et nous opérons en fait dans un environnement, qui est très concurrentiel. Le secteur est très concurrentiel. La concurrence se fait à tous les niveaux, dans les offres comme dans les prix. De plus, nous sommes dans un environnement de faible pouvoir d'achat en général. La majorité des consommateurs de nos services sont en fait une population à faible pouvoir d'achat. Donc, dans la prise en compte de l'environnement, nous réalisons aussi que nous sommes dans un environnement taxatif, très extrêmement taxatif, globalement et spécifiquement au secteur des télécoms. Et aussi, en fait, l'entreprise s'installe avec des fonds d'investissement, des capacités opérationnelles financières limitées. Donc, la prise en compte de ces paramètres, en plus aussi, à part le diagnostic, la culture qu'il faut mettre, et là vraiment je m'approche de ce que Michael disait, la culture d'entreprise à mettre en place dès le départ, ou du moins la transformation de cette culture qu'il faut emmener lorsque les entreprises sont déjà établies, sont assez critiques. Par exemple, le raccourcissement dans les processus, dans les prises de décision. Ça, pour avoir parcouru plusieurs grandes entreprises, je réalise qu'en fait, plus la chaîne de décision est longue, plus les interactions sont longues, la prise de décision très longue ne permet pas l'optimisation, l'efficience nécessairement des décisions qui sont prises dans un marché très dynamique et très concurrentiel. Également, je pense que le centrage sur les clients, sur les attentes de clients, je pense qu'une des erreurs culturelles des grandes entreprises est de se focaliser sur ce qui se fait au niveau des groupes dans la globalité, et l'adaptation, la localisation de la culture d'entreprise qui doit être adaptée, non pas en transformant les politiques internes d'entreprise, mais l'approche vers les clients, vers le marché local, est une des faiblesses des grandes entreprises, particulièrement multinationales, qui s'installent dans des environnements particuliers. Donc, cette culture d'entreprise qui permet également aux employés d'être contributeurs, d'apporter des solutions. Je suis peut-être dans un secteur qui leur facilite cette approche, qui est un secteur d'innovation permanente. Les employés sont en fait incités à trouver des solutions aux obstacles qui se dressent sur les mises en œuvre ou l'exécution de leur travail. Ce qui fait qu'en fait, il y a un fort engagement, une forte implication et une très grande satisfaction lorsque votre implication, votre innovation donne lieu en fait à un produit, à un service ou à une évolution pour l'entreprise. Et cette culture, je pense que c'est également un des grands enjeux qui est beaucoup plus conséquente et grande pour les grandes entreprises existantes qui doivent aller dans la transformation, comme disait M. Victor, au sein de l'entreprise, mais beaucoup plus facile à acquérir, à établir pour les entreprises beaucoup plus jeunes et qui s'établissent. Merci, je parlais en mute, désolée. Je disais merci beaucoup Anaya, effectivement, pour ces éclaircissements, notamment la longueur en fait des cycles de décision, on en parlera tout à l'heure. Je laisse d'abord la parole à Ismaël qui a levé la main. Écoutez, moi je voudrais d'abord, si vous me permettez, parler de la responsabilité du patron. Parce que quand il y a échec, le premier responsable de l'échec est le patron. Mao Tse-tung disait le poisson pourri par la tête. Et donc, c'est une très grande responsabilité. Le patron, d'abord, doit être à l'écoute de tous les ayants droit. Je les ai cités tout à l'heure, les fournisseurs, les clients, les actionnaires, le personnel. Et en même temps, bien définir sa vision, bien définir la mission de son entreprise
mettre en exergue les valeurs de l'entreprise et passer son temps à marketer. Il doit être le promoteur de l'excellence dans son entreprise. Et pour cela, il faut de l'exemplarité, il faut beaucoup d'humilité, d'écoute et surtout de réactivité. Vous savez, souvent, je cite un prix Nobel de physique français, Gilles Lejeune, qui disait on réfléchit, on analyse, on réfléchit, et quand il nous reste un peu de temps, on agit. Et c'est malheureusement aujourd'hui le défaut de beaucoup de chefs d'entreprise. Et c'est la raison. Moi, je pense que c'est l'une des principales raisons de l'échec des objectifs ambitieux qu'on se fixe et qu'on n'arrive pas à les réaliser. Et ce qui est important, en tout cas, moi, ce que j'ai appris au cours de mes 36 ans de carrière, c'est qu'il faut savoir transformer une contrainte en création de valeur. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça ne s'apprend pas dans les écoles, ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend à l'écoute de la base. Le top-down n'est pas toujours efficace. Il faut savoir écouter et être parmi les gens qui produisent les résultats attendus. Voilà, en tout cas, moi, ce que je voulais dire, parce que c'est important de définir le rôle du management dans ce cas de figure. Merci beaucoup, Ismaël. Et là, vous avez dit un point assez pertinent. Le poisson pourri par la tête, effectivement, qui rebondit en fait sur l'importance en fait du sponsorship, du top management, sur les approches d'excellence opérationnelle. Vous avez aussi mentionné le fait on dit, analysis paralysis, c'est-à-dire trop faire d'analyse et pas rentrer nécessairement dans l'exécution. Et là, ça me fait rebondir en fait sur une question pour vous, mes chers panélistes. Est-ce qu'on n'a pas, nous, dans les clients que nous accompagnons souvent, quand on rentre dans des problématiques d'excellence opérationnelle, quand on attaque notamment la problématique de circuit décisionnel, délégation de pouvoir, autonomie des équipes, on se rend bien compte qu'il y a des fois en fait une réticence, une réfraction de la part du top management de libérer un peu de pouvoir, on va dire, pour pouvoir alléger et accélérer les opérations. Madame Anaya l'a bien soulevé, donner cette possibilité à toute l'organisation de créer, de prendre des initiatives. Est-ce que vous avez déjà perçu ce type de challenge aussi? Parce qu'effectivement, qui dit excellence opérationnelle dit raccourci, simplicité, rapidité, mais ça voudrait dire aussi plus de délégation de pouvoir de la part du top management. Qu'en pensez-vous? Oui, Michael. Ouais, je te remercie. Je pense que c'est plutôt une bonne question qui est posée là. Je ne dirais pas délégation de pouvoir, je dirais plutôt favoriser la prise de responsabilité de l'ensemble des équipes. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. On ne peut pas réussir à diriger une entreprise de façon centralisée et être un peu éloigné en fait de ce qui se passe sur le terrain. Parce que dans le cadre de l'excellence opérationnelle, il y a la maîtrise de l'environnement et bien évidemment, il y a la connaissance pratique de ce qui se passe sur le terrain. Chacun, bien évidemment, dans son secteur d'activité, doit en avoir la maîtrise et la compétence. Et il faut donc permettre cette flexibilité-là dans le travail pour réussir à être plus fluide dans le cadre de la prise de décision. L'information doit pouvoir remonter. Certes, il y a une chaîne de décision qui doit être respectée selon les enjeux, ça c'est connu, selon la stratégie qu'on doit mettre en place, mais il est important que l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des équipes prennent en responsabilité progressivement et bien évidemment, quand ils sont performants, qu'on le reconnaisse, qu'on continue de les faire permettre d'aller en responsabilité. Et tout cela passe aussi par le biais de la formation. Il y a la formation pratique, il y a la formation de terrain, il y a la formation, j'ai envie de dire, standard, telle qu'on la connaît. Et le nerf de la guerre, je dirais, ce qui peut favoriser et simplifier en fait ce passage sur la prise en responsabilité, c'est l'accès à l'information. Aujourd'hui, on traite essentiellement des données, essentiellement des informations. Quand on veut avoir la maîtrise, on veut savoir comment orienter
une décision stratégique, etc. Il est nécessaire d'avoir la bonne information, la bonne donnée et traiter correctement. Et donc, quand on réussit à mettre tout ça en corrélation, justement, ça permet de pouvoir se libérer dans le cadre de la prise de décision, parce qu'on va permettre justement cette responsabilité-là. Et en plus, la digitalisation et le traitement des données nous permettent de continuer d'avoir le suivi, le contrôle et l'évaluation des actions et des décisions qui sont prises en main. Donc, en fait, c'est un tout. C'est un tout. Un manager qui va avoir du mal à accéder à la bonne information, à pouvoir faire son suivi, son contrôle et son évaluation, va forcément, de facto, être plus ou moins réticent à déléguer donc son pouvoir, à laisser les équipes aller en responsabilité. Par contre, on est dans une organisation qui permet d'accéder à ces informations, qui permet de contrôler, qui permet de suivre, de facto, on devient beaucoup plus exigeant et ensuite, on réussit à déléguer plus facilement et à faire monter les équipes en responsabilité. C'est un cercle vertueux qu'il faut réussir à mettre en place. Et c'est dans le cadre d'un processus que nous mettions, un processus justement d'optimisation, d'excellence, que nous pouvons le mettre en place. Et c'est là où sont les véritables enjeux. Surtout quand nous sommes dans des entreprises qui grandissent et dans des secteurs d'activité où il y a une multiplicité d'acteurs phénoménale. Donc ça, c'est parfaitement, j'ai envie de dire, le cas justement du secteur d'activité portuaire où nous sommes, où nous devons avoir des informations de tout le monde pour pouvoir les traiter. Tout le monde doit avoir la même information au même moment. Et on a besoin d'avoir des prises de décision extrêmement rapides qui ne peuvent pas attendre le temps administratif, comme on l'appelle souvent, dans le cadre des parapublics. Donc, c'est vraiment là où est le véritable enjeu et je suis sûr que les autres participants vont pouvoir apporter des compléments ou des clarifications à mon explication. Merci Michael, merci beaucoup. Effectivement, délégation, autonomisation, oui, mais avec visibilité sur les données pour pouvoir mesurer et être sûr que les choses se passent bien. Est-ce qu'il y a d'autres contributions sur la question? La réticence du top management dans les programmes d'excellence opérationnelle à donner la main. Victor a ouvert son micro et ensuite Anaya, je pense. Je voudrais juste ajouter Juste pour compléter, je pense que il s'agit réellement de la transformation et la capacité de rendre l'entreprise beaucoup plus agile. Et aujourd'hui, les technologies de l'information nous donnent cette possibilité et apportent en fait la cohérence dans le partage d'informations et aussi dans la prise de décision. Ces outils, aujourd'hui, je pense qu'ils sont autant de vecteurs de transformation lorsqu'ils sont bien intégrés et qu'ils ne servent pas juste à dupliquer ce qui se faisait de façon physique, mais qu'ils soient réellement utilisés comme un outil de transformation qui permettent le raccourcissement de prise de décision et aussi du partage d'informations. Donc, les technologies que nous employons aujourd'hui, je pense, devraient être plus optimisées également et être intégrées, faisant partie totale de la stratégie de l'efficience et de l'excellence opérationnelle. Merci Anaya. Victor. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est quelque chose qui m'interpelle personnellement parce qu'effectivement, on se rend compte que on passe beaucoup de temps dans des réunions, des comités de pilotage. Vous devez rencontrer les équipes peut-être une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Et c'est en ce moment-là peut-être que vous devez faire des arbitrages. Alors, c'est des choses qu'on aurait pu décider très rapidement. Donc, personnellement, ça fait partie un peu de mes engagements et de mes orientations pour cette année où j'ai en échange avec les équipes. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de fluidifier le processus décisionnel, de dire qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir des comités au bout de 2 semaines pour pouvoir décider sur un sujet. Donc, au quotidien, oui, on peut obtenir des comités formels, peut-être une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir une certaine agilité. Donc, qu'on puisse être assez agile dans la prise de décision. Oui, il y aura toujours des choses qui devront absolument être habitées au niveau de la direction, mais on ne peut pas, si ça doit être arbitré, il faut que ça puisse être fait dans les plus brefs délais et pouvoir laisser une certaine marge d'autonomie aux équipes pour pouvoir avancer avec les sujets. Donc, c'est ce que je voulais ajouter.
Merci, chers panélistes. Effectivement, vous l'avez dit, les enjeux que vous voyez, on a beaucoup parlé de stratégie, diagnostic clair, sponsorship du top management, intégration dans la culture des entreprises, outils, technologie, simplification, optimisation, automatisation. La question est, je m'appelle Patricia Pedom Nono SARL, je suis une petite PME, je suis tendue sur mes flux de trésorerie. Concrètement, est-ce que les programmes d'excellence opérationnelle aussi n'est pas un peu utopique quand on est une petite, moyenne entreprise? Ou alors est-ce que on peut, ou alors quand on fait face à la lourdeur dans les secteurs, par exemple le secteur public ou parapublic, où nous nous rendons bien compte que des fois, tout ce qui est optimisation, qualité de service, respect, satisfaction clientèle devient un enjeu particulier. Donc, quand on s'appelle un grand groupe, ça peut paraître plus concret, mais qu'en est-il si moi je suis ce webinaire et je suis une petite PME? Pour moi, ça représente quoi exactement? Oui, Michael. Et ensuite, Ismaël. Oui, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas de problématique liée à la question d'être une petite ou moyenne entreprise ou une grande entreprise, hein. En vérité, tout dépend, comme on l'a dit, de ce que nous souhaitons mettre en place. L'optimisation des opérations, l'excellence opérationnelle, c'est d'abord être compétitif. C'est ça l'objectif. C'est pour cela que quand on parle de stratégie d'entreprise, je l'ai dit en préambule, pour nous, c'est un synonyme de la stratégie d'entreprise. Comment est-ce que je peux faire pour être compétitif selon mon marché, selon ma taille, selon mon marché cible? Aussi simple que ça. Donc, en fonction de cela, forcément, dans le processus qu'on va engager dans ce cadre-là et la stratégie d'entreprise, ça peut différer selon la typologie d'entreprise que nous gérons. S'il s'agit d'une multinationale, d'une grosse entreprise parapublique, etc., c'est plus de capital humain, bien évidemment, c'est plus de charges, c'est des investissements beaucoup plus lourds qui vont être mis en place. Quand il s'agit d'une petite et moyenne entreprise, il y a la possibilité de beaucoup plus rationaliser, par exemple. On peut avoir des outils qui permettent justement l'aide à la décision, qui sont beaucoup plus proches, qui ne sont pas forcément hors de prix. On peut avoir des formations qui sont un peu plus ciblées. On a la maîtrise et selon la nature qu'on va avoir dans notre management, on a une proximité qui est plus importante avec les employés et les salariés. On peut jouer dessus justement dans le cadre de nos stratégies. Il y a mille et un moyens de pouvoir le mettre en place. Donc, il ne s'agit pas vraiment de la taille, mais plutôt de la volonté d'arriver. On aura forcément de toute façon, que nous soyons dans une très petite entreprise, une petite ou moyenne entreprise, le besoin d'être compétitif par rapport à ce secteur-là. Et donc, il faudra jouer de ces atouts pour pouvoir être performant, pour pouvoir réaliser du chiffre d'affaires, pour pouvoir avoir la satisfaction de la clientèle et pour pouvoir grandir. Donc, il faut vraiment aller progressivement et comme on le dit, ça part du démarrage dans le cadre de la création de la société. À partir du moment où on fait son plan d'affaires, à partir du moment où on met en place les profils dont on a besoin pour pouvoir évoluer dans notre structure, si dès le départ, nous avons besoin d'employer des gens ou si, à contrario, si on doit démarrer tout seul en tant qu'entrepreneur, tout ça, c'est une stratégie qui vient progressivement. On doit réussir à travailler dessus. C'est pour ça que le diagnostic est très, très important. Pouvoir mesurer les forces, les faiblesses, les opportunités via un SWOT, par exemple. C'est un petit outil qui permet de pouvoir gérer cela et aller progressivement. Il ne faut pas foncer tête baissée en se disant j'ai mon produit, je dois absolument le vendre, j'ai mon service, je dois absolument le traiter, mais bien évidemment voir tous les contours qui vont nous permettre de pouvoir avancer vers ce chemin-là. Merci, merci. Ismaël? Je suis PME, je suis tout seul, j'essaye de me débrouiller avec les moyens de bord. Il faut d'abord que je fasse une sorte d'analyse de SWOT, c'est simple, sur mon cas, mes faiblesses, mes points forts, les opportunités qui peuvent se présenter, les menaces qui peuvent mettre en péril mon affaire. Et souvent, ceux qui se trompent ou qui perdent beaucoup de temps s'intéressent à leurs faiblesses. Ils mettent beaucoup d'énergie pour résoudre leurs faiblesses. Et une faiblesse, ça ne se résout pas. Il faut au contraire être conscient de son point fort et développer son point fort en permanence. Vous savez,
quand on développe, d'abord quand on est conscient de son point fort et quand on le développe, il finit toujours par diminuer l'impact de nos faiblesses. C'est une erreur de dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour corriger les faiblesses. Par contre, il faut acquérir des qualités qui deviennent par la suite des compétences. D'abord, la capacité de créer et d'avoir le maximum de contacts, le maximum de relations avec les administrations, avec les clients, avec les fournisseurs. Cette facilité de contact, c'est elle qui en vérité crée des opportunités, crée des moments où on peut trouver des solutions à nos problèmes. La deuxième qualité, c'est la persévérance. Quand on a des échecs, en vérité, il faut les considérer comme des résultats. Un échec, c'est un résultat, et c'est très important d'avoir des résultats. C'est parce que grâce aux résultats, qu'on arrive à analyser ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et la persévérance, c'est taper à la porte tout le temps, ne jamais être désespéré par les réponses négatives. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui est important. Et puis, dernier point, il faut faire attention à la rumeur. La rumeur est souvent l'ennemi des PME et des PMI en particulier. Bien sûr, même pour les grandes entreprises, mais souvent, sur la base des rumeurs, les gens qui sont tout seuls prennent des décisions qui peuvent leur coûter très cher. Et donc, il faut chasser la rumeur et être sur le terrain en permanence, développer des relations. Et c'est le relationnel qui permet de créer des opportunités, de faire du bon business. Et si vous me permettez, je vais vous donner un exemple parce que on ne doit pas donner l'impression aux gens qu'on donne des leçons, etc. Ce serait bien d'avoir des exemples concrets pour que chacun puisse voir quel est l'intérêt de tout ça. Comme je vous ai dit, je me suis occupé de la République démocratique du Congo. Nous avions un certain nombre de permis miniers en phase d'exploration. Donc, on était sur ce que disent les géologues grassroots, c'est-à-dire des terrains vierges. Et en arrivant au Congo, tout le monde m'a dit attention à la corruption, attention, les Congolais ne travaillent pas, etc., etc. Et donc, il y avait beaucoup de handis. J'ai eu la chance, très vite, de rencontrer des gens exceptionnels en République démocratique du Congo, que ce soit à Kinshasa, au Lubumbashi, ou au nord du Katanga, qui était très compliqué l'année 2008. Et puis, il y a eu la crise financière énorme, 2008-2009, et on a voulu nous couper les vivres, et on ne pouvait plus continuer à faire les sondages. Alors, nous avons pris la décision, avec des partenaires congolais, de continuer le travail dans des conditions extrêmement difficiles sur le plan financier. Et aux relations que nous avons eues avec la banque locale, que nous avons eues avec les fournisseurs, avec les personnels qui travaillent avec nous. J'ai eu ma dose de papa, et c'est extraordinaire parce que à chaque fois, grâce à une dose de papa, ça toutes les difficultés. Et finalement, au bout de 3-4 ans, nous avons découvert un grand gisement de cuivre et de cobalt, et aucun de tous les intervenants ne peut s'approprier la réussite de ce résultat. C'était un résultat de l'ensemble. Et nous avons pu, et j'ai eu affaire à des petits fournisseurs, des PME, PMI congolaises, qui nous ont accompagnés, même quand on avait des problèmes de paiement. Ils étaient toujours là, ils étaient toujours présents. Et finalement, quand on fait le bilan de cette affaire-là, on se rend compte que nous avons fait grandir des PME, PMI congolaises. Je garde de très bons souvenirs des personnes qui travaillent toutes seules et qui sont aujourd'hui à 100-150 employés et qui ont développé un savoir-faire dans la mine. Ils ne connaissaient pas la mine. Et grâce au contact qu'on avait, grâce aux relations qu'on avait, ils ont appris à ce métier. Et c'est un métier qui est très important au Katanga. En principe, mais
aussi sur la totalité de ce pays que moi j'ai adoré, puisque j'ai passé 8 ans dans ce pays. J'en profite pour saluer notre amie congolaise. Vraiment, vous avez un très beau pays et je suis sûr que ce pays va aller très loin grâce aux PME qui se développent aujourd'hui dans votre pays. Merci beaucoup Ismaël pour ce partage très instructif en fait sur votre expérience d'excellence opérationnelle sur les PME du secteur minier en RDC. Effectivement, on embraye sur la deuxième partie. Sur cette question-là, en fait, on va demander à nos autres panélistes, est-ce que vous pouvez partager en fait une expérience d'excellence opérationnelle à laquelle vous avez participé et quels ont été les résultats tangibles qui ont été apportés? Je pense qu'Anaya a levé la main déjà. Oui, ça me permet de continuer à répondre à la question précédente qui est presque la même sur une petite moyenne entreprise ou industrie qui serait confrontée dans le challenge d'intégrer l'excellence opérationnelle dans cette approche. Je dirais qu'en fait, il nous faut revenir à la définition que vous nous avez donnée au départ et qu'on s'est partagé, étoffé en concertation. Il faut revenir à la définition justement de l'excellence opérationnelle. Nous avons dit qu'il s'agit d'optimiser ces processus, d'optimiser la satisfaction des clients, d'optimiser également les capacités des ressources internes, que ce soit des ressources humaines ou des ressources financières. Et tout ça mis ensemble, c'est pour atteindre certaines performances. Et lorsqu'on est une PME, et je rejoins la deuxième question, lorsque dans le cas d'Afrisec, par exemple, nous sommes arrivés le dernier opérateur en République démocratique du Congo, les 3 autres opérateurs étaient déjà présents avec des parts de marché bien conséquents. Il a été pour nous vital. L'excellence opérationnelle, être lean, était pour nous-mêmes l'approche par laquelle nous pourrions survivre dans le marché et s'assurer que nous puissions réellement trouver notre place. Donc, la mise en place des processus très courts, la simplification des procédures en interne, le recentrage sur les vrais besoins des clients, en déterminant par exemple sur la ville de Kinshasa, si je peux donner cet exemple, sur la ville de Kinshasa qui est la capitale avec 12 millions d'habitants, en général, les opérateurs se sont concentrés dans le rapport de Pareto sur les 20% de ce que nous appelons les HVC, c'est-à-dire les clients à haute valeur de porte-monnaie, de portefeuille, se sont recentrés sur eux dans des communes. Évidemment, on trouvait avec des clients à très haut pouvoir d'achat. L'approche d'Afrisal était justement de connaître à la fois non seulement les clients HVC, mais les middle, et puis les low, tous ceux qui sont dans les revenus moyens, les revenus très bas, et de voir et de pouvoir faire un ciblage précis et de connaître le besoin de chacune de ces catégories. Par exemple, il a été évident que la plupart des clients à très haute valeur on utilise beaucoup plus l'Internet. C'était la data sur laquelle on devait se concentrer. Les clients entreprises également, c'était exactement sur la data. Alors l'énergie que d'autres mettaient à essayer d'agrandir les parts de marché ou d'offrir des services de voix ou de SMS, nous ne l'avons pas mis. Nous sommes concentrés sur cela, sur la data. Par contre, sur les clients je dirais, de très bas revenus, nous avons été beaucoup plus sur la voix, avec des offres spécifiques. Ce qui a permis de satisfaire différentes couches de clients et types de clients et être en quelques années le deuxième opérateur en part de marché dans la ville de Kinshasa, n'ayant pas nécessairement les moyens au départ d'investissement. Donc, la petite entreprise qui commence ou la petite ou moyenne ou grande entreprise, la question fondamentale est toujours de voir qu'est-ce que je peux optimiser, comment je reprends aux besoins de la satisfaction de mes clients, comment j'optimise aussi les capacités de mes ressources en interne et comment je peux réellement apporter des technologies qui me raccourcissent les délais et me donnent cette rapidité, cette agilité. La conséquence, c'est des gains financiers.
c'est de la profitabilité, c'est des gains réellement de satisfaction de clients qui sont majeurs. C'est également les gains, je pense qu'on peut retrouver au niveau émotionnel, implication des employés dans l'entreprise, mais c'est aussi des vrais gains de positionnement, comme on part de marché dans notre cas dans la ville de Kinshasa. Donc, cette expérience nous permet de nous dire, aujourd'hui, nous étendons notre réseau sur d'autres provinces où de nouveau nous rencontrons la même concurrence, mais très étrangement, nous sommes très attendus alors qu'il y a déjà des opérateurs. La qualité est la même. Je pense qu'on n'a peut-être pas beaucoup parlé de la qualité, mais la qualité des prestations est très importante et dans une approche d'excellence opérationnelle, cette qualité, comme elle est gérée de manière beaucoup plus contrôlée en interne, nous permet de donner une très haute qualité que si nous outsourçons, externalisons certains processus, certains maillons du processus de production de nos services. Ce qui a permis en fait d'être attendu et de nous dégager des marges qui nous permet aujourd'hui de continuer à investir, à étendre les réseaux, là où d'autres opérateurs, par exemple, n'étendent plus et gèrent simplement les positionnements acquis jusqu'à ce jour. Donc, en gros, je pense que c'est l'expérience qui peut être aussi valable pour toute entreprise, quelle que soit sa taille, si les bonnes questions sont posées dès le départ. Merci Anaya, effectivement, se poser les bonnes questions, quelle que soit ma taille d'entreprise, pour pouvoir en fait bien positionner son programme. Victor? Oui, je vais parler un peu de mes expériences, en commençant par dire effectivement que pour moi, je pense que la taille peut aussi être un atout pour les PME, parce qu'en réalité, nous avons parlé tout à l'heure de l'agilité. Et nous savons tous que les PME sont beaucoup plus agiles que les grosses entreprises. Donc, ça peut finalement devenir un atout. Donc, pour être plus concret, je parlais de l'expérience du secteur financier. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de fintech. Donc, vous voyez à quel rythme les fintechs se développent. Et aujourd'hui, nous, banques, on apprend beaucoup de fintech. Donc, vous voyez mouvement au niveau des acquisitions, vous allez voir beaucoup d'acquisitions, beaucoup de banques qui font des acquisitions de fintech simplement parce que grâce à leur taille, ces entreprises arrivent à aller beaucoup plus vite que nous. Et donc, aussi bien la banque pour laquelle je travaille que beaucoup d'autres concurrents investissent dans les fintech parce que ça nous permet de rattraper effectivement ce gap-là parce qu'ils vont beaucoup plus vite que nous. Donc, finalement, ça devient un atout. Donc, et pour parler aussi un peu de mes expériences, je voudrais dire qu'avant de prendre le rôle que j'occupe aujourd'hui, j'ai eu une expérience de digitalisation dans une petite filiale au Burundi. Donc, je me souviens au départ, quand nous avons lancé le processus, il y a eu beaucoup de peur. Donc, c'est là où peut-être le rôle de la communication, c'est important, parce que je pense qu'au niveau des équipes, beaucoup avaient très peur, pensant que digitaliser, par exemple, c'est un processus effectivement pour arriver à terme et puis supprimer les postes à ces personnes qui travaillent dans la banque. Donc, on pense que peut-être si on arrive à optimiser, ça veut dire qu'on ne sera plus utile et puis notre travail sera terminé. Donc, effectivement, il y a en termes de communication, en termes d'alignement des équipes, c'est quelque chose de très important et c'est une expérience que j'ai vécue personnellement. Et je dois également dire que nous avons engagé un processus de digitalisation surtout grâce à la mutualisation, parce que j'avais l'avantage, malgré le fait que c'était une petite filiale, j'avais l'avantage effectivement d'appartenir à un groupe, ce qui fait que si on peut arriver à mutualiser les actions, mutualiser le back-office, mutualiser le traitement informatique, ça permet effectivement un gain de coût et ça permet à la filiale de pouvoir traiter des opérations à très moindre coût. Donc, je pouvais me permettre des choses que beaucoup d'autres banques de la place ne pouvaient pas, même qui avaient des tailles beaucoup plus importantes. Il y avait des banques qui avaient des tailles 5 fois plus grosses que la mienne, mais en termes de performance, en termes de retour de rentabilité des capitaux propres, on était plutôt au top.
Et en termes de transactions, je pense qu'on avait également une clientèle de niche parce que justement à cause de cette rationalisation de notre back-office, de cette facilité, de cette automatisation que nous avions en place, de cette multicanalité, le fait que nos clients avaient accès à plusieurs canaux que nous avions développés. Donc, la crème de la clientèle se retournait naturellement vers nous. Donc, on pouvait traiter les opérations des ONG, des multinationales, malgré le fait que sur le marché, en termes de taille du bilan, on était plutôt sur on était plutôt vers la dernière banque plutôt que vers la première. Mais en termes de rentabilité et d'efficacité, on était la première banque de la place. Donc, ça, c'est peut-être l'expérience que je peux donner en termes d'excellence opérationnelle. Merci. Merci beaucoup, Victor. Effectivement, la taille du portefeuille ne garantit pas l'efficacité, la profitabilité. Et je pense que ça, c'est un élément aussi à bien mettre sur la table, de dire on doit se focaliser aussi à être profitable, excellent, et ensuite grandir se fait beaucoup plus naturellement. Michael? Je te remercie de me passer la parole. Moi, je vais donner, suite à cette question, un cas pratique, parce que le cas du port de Kribi, c'est un cas particulier. C'est une entreprise qui a démarré les opérations il y a un peu moins de 5 ans, et j'ai eu la chance de participer justement à la création et la mise en place de cette entreprise. Donc, au-delà de tous les axes, j'ai envie de dire, qui ont été mis en place par le top management, je vais parler précisément au niveau micro de ce qui a été fait à la direction d'exploitation, parce que ça, c'est très important. Un port, la particularité dans le cadre des affaires, c'est qu'une autorité portuaire, en vérité, ne produit pas de trafic. On vit du trafic, on ne produit pas le trafic. On est là pour faciliter, fluidifier le passage des marchandises. Donc, ce qui veut dire que ce sont les opérateurs économiques qui choisissent où ils veulent aller. Et il y a plein de facteurs, justement, qui ne dépendent pas de l'autorité portuaire. La mise en place des infrastructures, par exemple, de l'énergie, de l'eau, etc., etc. Pour donner déjà un cadre contextuel, il faut savoir que quand nous démarrons il y a un peu moins de 5 ans, nous avions l'infrastructure portuaire, mais nous n'avions pas de route, pas d'eau, pas d'électricité. Donc, en termes, par rapport à notre port grand frère, qui est le port de Douala, nous n'étions pas adaptés à recevoir du trafic, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui a été fait? La direction d'exploitation, son objectif, c'est de créer, valoriser du chiffre d'affaires et surtout de le sécuriser. Il fallait réussir à mettre quelque chose en place de pertinent pour prendre des parts de marché et pouvoir travailler. Première chose, la moyenne d'âge est très jeune. Elle est de 27 ans au niveau de la direction de l'exploitation. C'est la direction, j'ai envie de dire, dans les parapublics camerounais, je pense, la plus jeune qu'il peut y avoir au Cameroun à ce niveau-là, avec très peu d'expérience, donc vous l'aurez compris, beaucoup de profils qui venaient justement de sortir des études supérieures ou qui avaient une très faible expérience professionnelle et qui ne maîtrisaient pas forcément l'environnement. Donc déjà, il a fallu être agile au niveau de l'organisation. Au lieu d'être rigide dans l'organisation selon les textes réglementaires, il y a d'abord une stratégie de se dire, nous allons mettre en place, nous allons être pratiques, nous allons mettre en place des postes sur mesure par rapport au profil des premiers recrutés qui sont venus. Donc déjà, il y a eu cette facilité-là qui m'a été accordée de pouvoir assurer cela. Ensuite, au niveau du déploiement du capital humain, le capital humain a été développé selon les besoins qu'il y avait au niveau des postes, des missions et des objectifs. Donc voilà le deuxième axe qui a été mis sur ce cas-là. Au niveau du déploiement commercial, il s'agit de travailler sur la force de vente de l'entreprise. On connaissait nos forces, on connaissait nos faiblesses infrastructurelles. Donc comment réussir à toucher les acteurs? Nous sommes allés individuellement auprès de chacun des acteurs pour pouvoir leur offrir des solutions sur mesure sur la plateforme. Ça, c'était très important parce que pour pouvoir le déployer, la deuxième axe que nous avons fait, vu que nous travaillons avec une multitude d'acteurs, il y a les compagnies maritimes, il y a les transitaires et autres intermédiaires, il y a les chargeurs eux-mêmes, il y a les autres intermédiaires qu'on peut avoir. Nous avons avec nos partenaires, notamment les terminaux portuaires, gestionnaires de terminaux et encore compagnies maritimes, mis en place ce qu'on appelait une dynamique commerciale, c'est-à-dire connaître du début à la fin l'action de chacun des opérateurs qu'il y a sur le tissu économique camerounais. Avec qui il travaille, comment il travaille, quels sont ses volumes, quels sont ses besoins, quelles sont ses contraintes, de telle façon que tous ensemble, on venait d'une seule voix lui apporter la réponse au niveau technique, la réponse au niveau commercial, économique. Donc, on parlait d'une seule même voix et de cette façon-là, il était rassuré et il savait comment se déployer malgré, on va dire, les défaillances qu'on pouvait avoir au niveau infrastructurel que nous étions en train de mettre en place. Ça a été le second axe. Le troisième axe, après le capital humain, le volet commercial, ça a été bien évidemment l'aspect technique. Excusez-moi.
ça a été donc l'aspect technique avec bien évidemment donc tout l'axe qui était lié à la digitalisation. Parce que la digitalisation nous a permis d'être plus efficaces, d'avoir les données dès le départ, de pouvoir les partager à l'ensemble des acteurs, donc réduire les faux frais notamment, permettre l'optimisation des autres acteurs externes qui travaillent avec nous. Je pense à la douane, je pense aux administrations techniques. C'était une démarche intégrée qui nous permettait d'aller de l'avant et pour qu'on puisse avoir la bonne information au bon moment pour pouvoir réagir. Quand je vous explique tout ça, c'est pour vous dire le chemin qui a été parcouru en 5 ans. J'ai bien évidemment évacué toutes les améliorations au niveau infrastructurel qui ont pu être mises en place parce que justement, ça nous a facilité l'aide à la décision, notamment au niveau du top management, parce qu'on pouvait dire, voilà les besoins infrastructurels voilà les besoins infrastructurels de telle façon que nous puissions continuer de développer le trafic. Aujourd'hui, si je compare les directions d'exploitation des 2 grandes places portuaires camerounaises, j'ai un effectif de 35 personnes. C'est un effectif de 35 personnes au niveau du port autonome de Kribi face au port autonome de Douala, qui est un effectif, si je ne me trompe pas, au niveau de leur direction d'exploitation, qui varie entre 150 et 180 personnes. Et en 5 ans, j'ai 26% des parts de marché. Alors que tout le tissu, 80% du tissu économique de la sous-région Cameroun, Tchad, RCA se retrouve autour de la région du littoral, qui est la région du port de Douala. Donc là, c'est très concrètement un exemple de mise en place qui permet d'être beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace, parce qu'on a tenu compte au niveau individuel de chacune des lacunes et des qualités de chaque employé qui y avait, et on a mis cela dans une stratégie collective de développement personnel et de développement d'entreprise et d'action qui nous permet de pouvoir valoriser et de mettre en avant nos performances. Nous sommes donc parfaitement en cohérence avec la réalité de notre infrastructure et les services que nous pouvons attribuer parce que nous avons pu mettre pu mettre en place des services personnalisés à l'ensemble des opérateurs qui viennent sur la place. Et nous avons pu aussi répondre aux problématiques collectives que plusieurs opérateurs auraient pu avoir, qu'ils soient des petites entreprises, des très petites entreprises ou encore des multinationales. Et le développement continue dans ce sens-là. Donc demain, nous pouvons vraiment être optimistes quant à ce que nous pourrons réaliser parce que nous avons réussi à mettre tout ça en place. Tout ça pour dire que c'est un chemin. C'est-à-dire que même quand on n'a pas la maîtrise à 100% de son produit, parce qu'il peut y avoir des externalités négatives venant d'autres acteurs, il y a la possibilité de mettre en cohérence tout ce schéma pour pouvoir avancer et avoir du résultat. Pardon, je dis merci beaucoup, Marc. 26% de parts de marché en 5 ans, malgré comment on va dire, malgré le fait de ne pas avoir toutes les mêmes ressources que le port de Douala. Félicitations à vous pour ce partage d'expérience. Et on va prendre quelques questions. Je pense que tout le monde a partagé de son parcours d'expérience de façon concrète, chers panélistes. On va regarder quelques questions de l'audience qui ont été posées. Donc, la première question, c'est est-ce que l'excellence opérationnelle doit-elle être une démarche menée de bout en bout en interne au sein de l'entreprise ou alors est-ce qu'elle peut, comment un outsourceur ou un prestataire externe peut contribuer à l'excellence opérationnelle dans une entreprise? N'hésitez pas, si vous voulez répondre, panélistes, vous levez la main et vous prenez la parole. Oui, Anaya. Non, je pense que des échanges que nous avons eus, il apparaît, il est très évident que c'est une approche qui doit être systémique, donc elle doit être intégrée de bout en bout au sein de l'entreprise. Cela n'empêche pas les interventions en fait des expertises externes. Déjà dans la définition de la stratégie, quelle est la meilleure approche pour l'excellence opérationnelle pour une entreprise. Donc, un apport extérieur peut apporter cette réflexion, aider dans la réflexion stratégique. Dans l'externalisation de certaines étapes, de certains processus certainement, mais il est clair que l'intégration et l'adhésion totale à cette à une culture d'entreprise qui intègre tous les piliers de l'excellence opérationnelle est critique pour sa réussite et optimiser les performances dont on a parlé. Merci beaucoup, Anaya. Michael?
Oui, en complément, je dirais, il ne faut pas oublier que dans le cadre justement de l'optimisation d'excellence opérationnelle, il y a plusieurs métiers qui vont se confronter, il y a plusieurs sujets en réalité. On a la culture d'entreprise, bien évidemment, on va avoir, j'ai oublié le terme exact, vous m'excuserez parce que je ne suis pas un spécialiste, mais tout ce qui va être gestion justement des plateformes, réseaux sociaux, etc., par les employés. Il y a plusieurs métiers, il y a la motivation, il y a le management, plusieurs métiers différents. Donc, effectivement, comme a dit Anaya, ça doit être systémique, mais en même temps, il faut savoir se faire accompagner parce qu'on ne peut pas avoir toutes les spécialités au sein de l'entreprise, on ne peut pas avoir toute la compréhension des sujets. Donc, déjà, dans la mise en place déjà de ce que nous voulons faire, c'est important d'être accompagné. Donc, déjà, ça nous permet de pouvoir quadriller tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite faire. Et après, plus l'entreprise grandit, plus le besoin d'intégration de culture d'entreprise est important, plus le besoin d'optimisation opérationnelle, excellence est importante, il faut réussir à quadriller. Par exemple, on constate quelque chose très simple au niveau des entreprises. D'ailleurs, même moi, je suis un mauvais élève dans cela. Euh, on a un webinaire aujourd'hui où le port autonome de Crédit, par ma voix, communique, parle justement de son expérience. Malheureusement, j'ai pas de lien LinkedIn, donc j'ai pas pu partager. Je peux pas avoir mes collègues qui vont partager. Du coup, je ne suis pas dans l'organigramme de l'entreprise qui est sur la plateforme, etc., etc., etc. C'est une défaillance. Même dans le cadre de l'excellence opérationnelle, parce que d'une voix, c'est une compétence par le biais de ce webinaire qui est en train d'être mise en avant, c'est la compétence qu'il y a dans une structure, etc., etc., etc. Ça fait partie de ce volet-là aussi, pour pouvoir être pratique. Et donc, tous ces différents axes qui peuvent être quadrillés par des spécialistes, il ne faut pas hésiter à être accompagné parce que c'est ça qui permet de s'améliorer, d'ajuster justement tout ce que nous avons mis en place et aussi surtout de se délester parce qu'il y a un moment quand une entreprise devient compétitive et performante, il est très difficile d'avoir des acteurs intégrés à l'entreprise qui vont continuer de pouvoir suivre ce volet et le mettre en œuvre de façon efficiente. Donc, quand nous avons quand même un suivi évaluation par un spécialiste de la question en externe, c'est un plus. On a le budget de pouvoir le mettre pour le faire, il ne faut pas hésiter. Si maintenant on n'a pas le budget, on trouve toujours les voies et moyens et on réussit à être bien accompagné. Et ce suivi évaluation avec des indicateurs de qualité ne peut être qu'intéressant. Et c'est toujours aussi bon d'avoir quelqu'un qui va permettre de mettre en place justement les indicateurs de suivi pour savoir si on est dans la bonne voie ou non. Merci, merci beaucoup, Michael. On a une autre question qui demande quels sont les bons indicateurs? Vous avez beaucoup parlé des indicateurs pour pouvoir mesurer. Quels sont les bons indicateurs pour la maîtrise de l'excellence opérationnelle? Qu'est-ce que vous utilisez dans vos démarches? Ismaël? Alors, en ce qui nous concerne, moi, dans le cas de la production de l'acier, d'abord, j'ai deux indicateurs qui sont extrêmement importants, à savoir l'EBITDA et le cash. Je dors avec ça, je me réveille avec ça. Alors ensuite, on décline comment on peut décomposer tout ça pour arriver à ces deux objectifs importants. Et là, nous avons des étapes, et puis chaque usine, chaque équipe, chaque service a une contribution à ces deux résultats finaux. Et nous avons un suivi de 2 fois par semaine. On a ce qu'on appelle un COPIL, un comité de pilotage de l'excellence. Et le mardi et le vendredi, on mesure l'écart de plus ou de moins que nous avons vis-à-vis de ces objectifs. Mais pour vous donner un exemple, si on prend le cas du commercial, non seulement il y a les ventes, mais il y a aussi le retour des clients. Il y a la satisfaction des clients. Concernant le cash, la même chose. Le recouvrement, c'est la satisfaction du client. Plus un client est fidélisé, plus le recouvrement est facile. Quand on voit les bidons, on prend par exemple le cas des fournisseurs. Les fournisseurs qui nous donnent des délais de paiement qui sont intéressants, ils vont permettre de gagner sur le cash. Les fournisseurs qui sont fidèles, on peut toujours discuter et on peut trouver des solutions pour réduire les coûts. On peut avoir des effets sur la logistique. On peut avoir des effets sur la qualité. Nous sommes acheteurs de ferraille. La ferraille représente 70% de nos charges. Le moindre défaut sur la qualité de ferraille, on le paye très cher en rendement. Et qui dit rendement dit l'impact
sur l'EBITDA, et ainsi de suite. Et donc, ce qui est important, c'est que vous avez un arbre décomposé qui permet de voir chacun de nous quelle va être son intervention qui finalement va impacter soit le cash, soit l'EBITDA. Voilà nous, comment on gère cette... alors, pour vous donner un exemple, chaque année, nous réduisons nos coûts entre 5 et 10%, chaque année. Impressionnant. 5 et 10% chaque année. Anaya. Oui, pour aller dans le même sens, je pense que les chiffres parlent mieux que tout autre langage. Et je pense que la rentabilité, l'analyse de la rentabilité démontre en fait que est un grand indicateur, en tout cas d'efficience de l'approche de l'excellence opérationnelle, pour rejoindre ce que Ismaël nous disait. Mais également, je pense que la satisfaction des clients est absolument critique. Le retour des clients sur la qualité, la rapidité, tout ce qui est mis en œuvre en fait pour les atteindre, s'ils le perçoivent et vous avez ces retours par les canaux habituels, les points de contact avec les clients, ce sont également les moyens par lesquels nous mesurons l'efficience. Mais également aussi le turnover de nos employés. Moi, je suis une des dernières à rejoindre cette entreprise. Tous ceux qui sont mes collègues sont là depuis 10 ans, 12 ans. Un turnover très, très, très faible. Mais ce qui montre en fait une adhésion avec la possibilité dans ce marché qui est très spécifique et technique d'être débauché un peu partout, mais le niveau de turnover aussi au sein des employés, des équipes qui en fait sont capacités et qui restent mettre en exergue leur capacitation, les formations qu'ils reçoivent. Je pense qu'aussi c'est un indicateur important de l'efficience. Je dirais que plus globalement, ce sont tous les paramètres que l'analyse va vous permettre d'optimiser depuis le départ, qu'il faut traquer et se rendre compte s'ils sont en train d'évoluer dans le sens des objectifs qui étaient fixés. Merci beaucoup. J'espère que M. Dupont Ebouini a eu des réponses pertinentes à sa question. On va prendre maintenant la question de Madame Bamba Daoudalena, qui demande aujourd'hui, est-ce qu'il y a une corrélation entre les programmes d'excellence opérationnelle et les programmes de démarche qualité? Quelle corrélation fait-on entre les deux? Ou est-ce que ça revient à la même chose? Oui, Michael. Vas-y, Victor, hein, tu avais débloqué ton micro avant moi. Oui. Bon, je m'excuse parce que je n'arrive pas à lever la main. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la démarche qualité, pour moi, c'est une composante, on peut dire c'est un outil pour l'excellence opérationnelle, puisque en réalité, l'objectif de la démarche qualité, c'est effectivement de pouvoir permettre d'améliorer l'expérience client et de pouvoir également améliorer, ça peut être également améliorer la qualité de système de production, la meilleure qualité de la production, et pour une banque d'améliorer la qualité de nos traitements, de manière à ce que, ultimement, on puisse effectivement avoir des opérations plus efficientes et pouvoir effectivement avoir des clients satisfaits, parce qu'un client satisfait, bien sûr, ça, à long terme, c'est toujours beaucoup, c'est un plus pour la rentabilité de la banque. Donc, pour moi, la démarche qualité est une composante, c'est un outil pour effectivement arriver à mettre en place, à développer, à déployer l'excellence opérationnelle. Merci. Et puis, Victor, peut-être vous voulez dire un mot sur les KPI et les indicateurs que vous utilisez, puisque tout à l'heure, vous n'avez pas eu l'opportunité d'en parler. Oui, en termes de KPI, je dirais que pour la banque, il y a un KPI qui est fondamental, c'est le coefficient d'exploitation. L'objectif pour chaque banque, c'est d'avoir un coefficient d'exploitation le plus bas possible, sachant que les meilleurs sont en dessous de 50%. Donc, le coefficient d'exploitation, tout simplement, c'est les frais généraux comparés au PNB. Le PNB qui est l'équivalent du chiffre d'affaires pour les entreprises ordinaires.
Donc, l'objectif pour chaque banque, c'est de pouvoir avoir une croissance de frais généraux inférieure à la croissance du PNB. Donc, soit vous avez développé davantage votre PNB, vous mettez les processus pour pouvoir développer le PNB, avoir plus de revenus, soit vous allez devoir également, ou bien vous faites les deux, devoir réduire vos frais généraux. Donc, c'est un indicateur important que nous traquons au niveau du système bancaire pour effectivement avoir le résultat de l'excellence opérationnelle au niveau des performances de la banque. Mais ce que je dois dire également, c'est que au-delà de ce coefficient, c'est aussi important de pouvoir mesurer l'expérience client, notamment les NPS que nous traquons, les NPS et puis toutes les autres batteries de KPI qui permettent de mesurer l'expérience client. Parce que si bien sûr vous arrivez à améliorer les performances au niveau de votre coefficient d'exploitation et que cela se fait au détriment de la qualité de service, c'est clair que ce n'est pas une performance pérenne. Peut-être vous allez avoir de bons résultats sur 1 an, sur 2 ans, mais dans la durée, ça ne pourra pas se tenir. Donc, voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire au niveau du secteur bancaire, ce que nous utilisons comme expérience, comme KPI pour l'expérience client, l'excellence opérationnelle. Pour l'excellence opérationnelle. Merci beaucoup, Victor. L'expérience client revient au-dessus avec, les KPI financiers. Michael, à toi pour la question. Bon, déjà sur la pour démarche qualité et les KPI aussi, si tu veux rajouter. Bien sûr. Déjà, donc, au niveau des KPI, ça dépend forcément du secteur d'activité où on est. Au niveau des places portuaires, on va être très axé sur tout ce qui va être productivité, notamment des équipements et du matériel. Ça permet de voir justement si on est performant. Bon, sur les axes commerciaux, on va voir les taux de réclamation des clients, les délais de traitement des réclamations, par exemple. Le taux de conservation des clients aussi, combien de clients nouveaux nous avons par rapport aux prospects, combien restent, combien partent. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir. Mais après, forcément, dans tous les axes de l'entreprise, on va avoir des niveaux de KPI différenciés. Donc, nous, particulièrement au niveau du port autonome de Créby, il y a une division, donc division de la planification et du contrôle de gestion qui s'occupe essentiellement de ça, c'est-à-dire du suivi de la performance de l'entreprise, que ce soit la performance liée à l'exploitation, que moi je suis particulièrement, ou encore la performance liée au traitement donc, des opérations par le capital humain dans l'entreprise. Donc, eux, ils sont vraiment très exhaustifs par rapport à tout ce qu'on peut avoir. Et quand on parle de ça, forcément, on parle d'indicateurs, on parle de taux. La démarche qualité est très importante de toute façon quand on veut avoir l'excellence opérationnelle pour une simple et bonne raison. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans un monde de certification. On est dans un monde de certification qualité et la qualité va être au cœur de nos produits. Quand on parle du commerce international aujourd'hui, tout ce que nous exportons va essentiellement vers les pays de la triade qui ont des normes particulières. Donc, comme je peux le dire, on parle par exemple des ports verts, des ports bleus, etc. On doit avoir des marchandises qui sont très peu chargées en carbone. Si on veut que nos marchés soient compétitifs par rapport à ces régions du monde-là, pour pouvoir vendre nos produits, il faut qu'on réussisse à le faire. Et donc, le port a forcément sa place dans cette histoire. Donc, il faut réussir à avoir certaines certifications environnementales qui vont pouvoir le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre des certifications qu'on doit suivre, dans le cadre de la démarche qualité de nos prestations, on fait ce qu'on appelle du cost killing. Et en fait, le cost killing, c'est réussir à réduire nos coûts par des processus qui peuvent être très simples. C'est-à-dire, là, nous sommes en train d'étudier quelque chose parce que nous avons mis en place un hackathon portuaire, donc pour avoir des solutions informatiques digitalisées sur des problématiques environnementales, en faisant venir pas mal de startups, dont du Cameroun, camerounaises, des jeunes entrepreneurs qui nous ont offert des solutions. Et il y en a une qui est très intéressante et qui nous parle en vérité. C'est-à-dire, c'est d'avoir un circuit intégré de recyclage sur l'ensemble des déchets qui sont émis par l'autorité portuaire et par ses partenaires. Que ce soit le papier qui vient des différents documents que nous détruisons, que nous n'utilisons plus, que ce soit les déchets qu'on peut avoir dus à l'activité, que ce soit des déchets alimentaires, des déchets plastiques et autres. Et ce centre de recyclage, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Il va nous permettre, par exemple, de remettre dans un processus de fabrication interne, par exemple, des goodies, des gadgets, des utilitaires que nous avons, tels que du papier hygiénique, des serviettes pour les mains, des doggy bags, etc. Et en fait, en mettant en place ce processus, on réduit nos coûts. En réduisant nos coûts, on valorise le bénéfice de chiffre d'affaires que nous pouvons faire. En le valorisant, forcément, on a plus de capacité d'investissement sur d'autres besoins que nous pourrions avoir. C'est un cercle vertueux qui est créé et ça vient de la démarche qualité.
Et en plus, ça peut nous permettre d'avancer beaucoup plus vite sur notre certification de port vert. Donc voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la réduction des coûts nous permet d'accéder à l'excellence opérationnelle. Et de toute façon, en entrant dans une démarche qualité, parce que souvent on voit la démarche qualité pour juste avoir des normes, mais non, il faut s'intéresser à ce qu'il y a dans le cadre de ces cahiers des charges, et il faut s'intéresser aux bénéfices que ça peut avoir pour l'environnement dans lequel nous travaillons. Ça peut nous permettre d'y arriver aussi dans cette excellence opérationnelle-là. C'est un lien qui est très important. Comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de l'excellence opérationnelle, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs enjeux qui vont arriver progressivement selon la taille de l'entreprise, selon son marché, selon son secteur d'activité. Et le diagnostic de base va nous permettre de les identifier progressivement. Et la réglementation, les défis réglementaires vont nous permettre de voir où est-ce que et jusqu'où nous pouvons aller. Donc tout ça est vrai, forcément lié. Et en termes d'indicateurs, toujours dans le cadre de cette excellence opérationnelle, là, avec KPI, on va continuer donc de suivre d'autres indicateurs supplémentaires. Là, j'ai donné cet exemple-là, mais on parle du rejet carbone pour les ports verts et les ports bleus, par exemple. Rejet carbone à l'entrée, réduire les émissions des camions qui rentrent à l'intérieur du port. Ça passe par l'action directe qui est mise en place par l'autorité portuaire en termes de coordination des accès, comme ça peut passer par un nouvel axe réglementaire décidé par le gouvernement en disant maintenant les importations de véhicules, de camions, de gros transporteurs se feront sous certaines normes. Ça dépend. Mais c'est là où est le véritable enjeu. Et l'objectif, il est toujours là, réussir à avancer en continuant de réduire les coûts, en étant plus performant, en étant plus efficace, en étant plus en adéquation avec son marché. Donc vraiment, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Merci beaucoup, Michael. Effectivement, j'espère que Madame Elena, vous avez eu réponse à votre question. La démarche qualité est effectivement un accélérateur dans les programmes d'excellence opérationnelle. On va prendre la dernière question qui avait été soulevée par Monsieur Georges Pouty-Gollet. Je pense que c'était une question à Monsieur Akalay. Est-ce que l'excellence opérationnelle part donc surtout d'un focus satisfaction des actionnaires tel que défini par Monsieur Ismaël plutôt que d'un focus satisfaction client? Sophie, je dois lire d'abord la question parce que je n'ai pas bien entendu. Elle est où la question? La question, je vous la lis pour vous. L'excellence opérationnelle partirait-il donc d'un focus plutôt satisfaction des actionnaires d'abord, tel que défini par vous, plutôt que d'un focus satisfaction client? En fait, c'est que, in fine, est-ce que derrière tout ça, ce n'est pas finalement d'abord la satisfaction des actionnaires? Vous savez, moi, je ne hiérarchise pas les différentes satisfactions parce qu'elles s'entrecroisent et l'une est dépendante de l'autre. Comment voulez-vous satisfaire un actionnaire si votre client n'est pas satisfait? Parce que et comment satisfaire votre client si vos employés ne sont pas satisfaits? Et ainsi de suite. Donc, il faut élargir ce besoin d'aller chercher la satisfaction de tous les partenaires, quelle que soit d'ailleurs leur importance, parce que c'est tous ces éléments-là qui vont permettre de réussir l'excellence opérationnelle. Moi, je voudrais signaler, vous savez, la certification en qualité, la première que j'ai réalisée, moi, c'est en 1993. Vous vous rendez compte, ça fait une éternité. Je pense que vous n'étiez pas peut-être né à cette époque, ou peut-être vous avez entre 5 et 7 ans. Mais ce qui est important et ce que j'en ai tiré comme leçon, si vous faites une certification aidée par un bureau d'études et que ça reste à des niveaux de management assez élevés, c'est une certification qui ne réussit pas à donner des résultats. Par contre, si vous intégrez l'ensemble du personnel et que vous soyez le premier sponsor de ce type de certification, à ce moment-là, les résultats peuvent être impressionnants. Vous savez, je suis à 15e ou 20e certificat, que ce soit dans le domaine de l'environnement, on est certifié sur 14001 dans les mines depuis 2003. Et tous les autres, maintenant on est sur la maîtrise de l'énergie, on a un acier vert qui est à 85% d'énergie renouvelable, solaire et éolien. Donc aujourd'hui,
nous sommes en train de certifier l'acier marocain pour qu'il puisse être vendu demain sur le marché européen. Et si vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, la Communauté européenne a décidé, à partir de 2023, d'inscrire tous les importateurs qui sont capables de présenter une certification de décarbonation. Et sur la site qui est mon entreprise, est déjà en mesure, et on se fait certifier par des organismes internationaux pour démontrer que cette décarbonation est quelque chose de réel sur l'acier marocain et qui pourra être bien sûr vendu dans tous les pays parce que l'Union européenne a décidé en 2026 de taxer tous les produits, en tout cas il y en a 5 qui ont été retenus jusqu'à maintenant, parmi eux l'acier, d'avoir une taxe carbone si on n'est pas en mesure de présenter sa certification. Donc ce que je voulais dire, c'est que la philosophie de la certification, elle ne peut être intéressante et productive que lorsque la base y adhère et fait en sorte de je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et cette philosophie-là, elle participe justement à l'amélioration de la culture d'entreprise et c'est ça qui prépare, si vous voulez, toutes les possibilités pour aller vers l'excellence opérationnelle. Merci beaucoup, merci Ismaël. Donc, on entame la dernière articulation de notre webinaire. On arrive bientôt à la fin. J'espère que toute l'audience qui ont posé leurs questions, en fait, vous avez eu des éléments de réponse de la part de nos panélistes. Donc, si vous avez 3 conseils à donner à notre audience sur des problématiques d'excellence opérationnelle, les 3 conseils clés, qu'est-ce que vous direz? Si vous permettez, moi, je pourrais vous dire, d'abord, j'insiste beaucoup sur la persévérance, la prise de risque, la gérer de manière, je dirais, optimiste, et puis la prise d'initiative. Et je finirai par l'action. L'action, l'action, l'action. Il faut réfléchir et agir. J'ai entendu sur une émission de France Culture dernièrement un monsieur qui m'a amené à me poser des questions, mais j'ai trouvé à la fin qu'il avait raison. Il disait, c'est le langage qui crée la pensée et non pas le contraire. Je ne sais pas si vous partagez ça, mais moi je me suis rendu compte que c'est en parlant que j'ai réussi à penser. Si je peux enchaîner sur cette parole de sagesse d'Ismaël, je dirais que il y a certainement beaucoup de leçons à retirer. Je pense que les expériences même des autres co-débatteurs m'ont beaucoup instruite. Mais je pense que la première des choses, c'est le bon diagnostic dès le départ, se poser les bonnes questions. Euh, les paramètres qui font, sur lesquels s'assoit, les piliers sur lesquels s'assoit l'excellence opérationnelle sont critiques et sont intrinsèquement liés à la culture de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire ce bon diagnostic dès le départ sur qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour être efficient, pour être opérationnellement excellent. Donc, les bonnes questions dès le départ et paramétrées, en fait, qui vont impacter sur la culture même de l'entreprise. Je dirais que deuxièmement, il est question de se focaliser sur tout ce qui peut permettre d'optimiser l'excellence opérationnelle, pas seulement la réduction des coûts, parce que la réduction des coûts, comme on le disait au départ, c'est l'approche classique sur laquelle, en fait, tout management, et je pense que de toutes nos écoles, nous sommes sortis avec cette approche d'optimiser les coûts, de pouvoir s'assurer la maîtrise des frais généraux, des overheads, mais l'optimisation doit se poser aussi sur la satisfaction des clients, comme on l'a dit, sur l'utilisation des bons outils technologiques, sur en fait les capacités et l'implication dans ce processus
des employés. Donc, en fait, la focalisation sur le panel des paramètres et pas seulement sur la réduction des coûts. Et ensuite, je dirais qu'un des facteurs clés sur lequel il faut travailler, quel que soit son niveau, son échelon dans l'entreprise, il faut s'assurer que réellement qu'il y a un vrai sponsorship et que ce sponsorship soit top-down et bottom-up. Que le management, les décisionnaires soient intégrés et que cette compréhension, il est même préférable bien et soit animée par le haut du management, mais que cette intégration se fasse aussi au niveau à partir d'en bas et que remonte aussi en termes de corrélation entre les deux niveaux. Donc, une appropriation que j'appelle sponsorship depuis la tête de l'entreprise jusqu'à tous les échelons opérationnels de l'entreprise. Merci beaucoup, Anaya. Diagnostic, sponsorship, appropriation. Victor, quels sont vos 3 mots-clés pour notre audience? Je pense que c'est très important. La clé pour moi, c'est important la planification, de bien planifier l'exercice. Peut-être je prends un exemple simple. Si vous décidez peut-être de centraliser le back-office et que vous ne tenez pas compte du fait qu'il y a quand même des liaisons informatiques, même de la connectivité suffisantes à avoir, vous risquez de vous retrouver dans une situation où peut-être vous allez empiéter sur la qualité de service à la clientèle parce que les données que vous aurez à centraliser ne pourront pas se faire sans heurts au niveau de la connectivité. Donc, c'est important de bien planifier, de savoir qu'est-ce qu'on fait avant. Et ça permet aussi d'éviter de vouloir tout faire d'un trait le premier jour. Donc, c'est un projet qui doit s'inscrire dans la durée. Et on doit avoir une vision très claire de ce qu'on veut faire dans 1 an, dans 2 ans. Ça permettra aussi de pouvoir mesurer l'évolution. On a parlé de KPI, mais ça permet également d'avoir des indicateurs qui nous permettent de même de suivre l'évolution du projet. Donc, je dirais également qu'il y a l'alignement du personnel comme deuxième point, l'alignement du personnel, parce que c'est important que le personnel puisse adhérer au projet. Donc, il faut travailler ce volet conduite du changement, qui n'est jamais évident. J'ai parlé de mon expérience tout à l'heure. Et troisième point qui aussi est très important pour moi, c'est de maintenir chaque fois le client au centre de la démarche. Parce que l'excellence opérationnelle ne va pas pas pour ambition d'altérer la qualité de service à la clientèle. Donc, si je prends un exemple de peut-être toujours parlant de back-office, nous avons conduit l'exercice. Puis chaque fois, le maître mot, c'était chaque fois de pouvoir effectivement nous assurer que tout se passe convenablement pour les clients. Parce que si dans le process, la qualité de service à la clientèle est altérée, ça va amener d'autres problèmes et ça va perturber, ça peut même menacer l'existence de l'entreprise. Et puis peut-être je me permets peut-être d'ajouter un quatrième mot, c'est que ça c'est ma réflexion personnelle. Je pense que l'excellence opérationnelle devrait très bientôt, ou bien devrait aller également avec la RSE, parce que je suis convaincu que demain, par exemple, une banque comme la nôtre, ce sera un argument de vente de dire que, OK, aujourd'hui, pour un grand groupe, parce que tout le monde prend des engagements au niveau RSE, donc ça va être un argument de vente même pour nos produits. Donc, je pense que ça va être très pertinent très bientôt de dire que, OK, vous maintenez votre compte chez nous, mais en termes de fait, vous maintenez votre compte dans notre banque, ça équivaut à tel volume de CO2. Et donc, ça va être peut-être des engagements ou bien des indicateurs qui vont peser dans le futur assez lourd dans le choix des clients, parce qu'aujourd'hui, tous les grands groupes, tous les clients, tout le monde s'engage vis-à-vis de l'environnement. Et je pense que la RSE n'est pas non plus opposée à l'excellence opérationnelle, parce que même au niveau des banques, par exemple, nous arrivons au niveau des serveurs, nous tous savons que les serveurs sont énergivores. Donc, rien que le fait pour nous d'avoir des serveurs virtuels, ça nous permet de faire beaucoup d'économies
aussi bien d'économie de dépenses que d'économie au niveau de l'empreinte carbone. Merci. Merci beaucoup, Victor. Vous allez payer une amende pour le 4e point. Je vous embête. Okay. Michael. Bon, je vais essayer d'être humaniste, hein, même si nous ne sommes pas des philanthropes. Vous allez bien comprendre quand vous allez entendre ma réponse. Alors moi, je dirais les 3 H. L'humain, l'humain et encore l'humain, mais pas au sens humaniste du terme. Pourquoi l'humain en premier H? Tout simplement, c'est les équipes, les employés. C'est-à-dire qu'il est important de pouvoir apporter des méthodes de travail flexibles pour eux, d'être à l'écoute, de collaborer, de pouvoir les permettre d'avoir de l'engagement, aussi de la responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et d'avoir beaucoup de bien-être. Un employé qui se sent bien dans l'entreprise, qui a son projet professionnel qui se développe dans l'entreprise est forcément performant. Donc l'employé doit déjà être le premier cas humain si on veut réussir justement l'excellence opérationnelle. Le deuxième H en disant l'humain, c'est le relationnel, c'est le client. Il faut lui apporter ce dont il a besoin. Je l'ai dit au bon coup, je réinsiste dessus, et surtout dans les bons délais, avec la bonne qualité. C'est très important. Le nerf de la guerre, c'est le panier de la ménagère, c'est nos revenus, c'est notre capacité à répondre aux exigences de notre monde capitaliste. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il est très important de pouvoir fournir cette éthique-là à l'ensemble des clients, d'avoir un très bon relationnel, de pouvoir lui fournir ce qu'il veut. Et le dernier H, tout simplement, quand je dis l'humain, c'est le manager en lui-même, soit le propriétaire de l'entreprise, soit un des managers. Parce qu'il est très important pour ce manager-là d'avoir l'écoute, d'être attentif à ce qui se passe, de pouvoir donner les bonnes orientations, de pouvoir savoir vers quelle voie il va amener son entreprise pour assurer la performance de son entreprise et le développement du chiffre d'affaires. Je le dis, nous ne sommes pas des philanthropes. Nous sommes dans un monde capitaliste. La réussite d'une entreprise passe par sa réussite financière, sa réussite opérationnelle et sa réussite humaine. Donc, il faut toujours ne pas dévier des objectifs. Il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes là pour permettre à des entités, quand nous sommes salariés, de pouvoir générer des revenus et quand nous sommes entrepreneurs, de pouvoir générer des revenus pour nous-mêmes et pour l'ensemble des employés qui sont notre famille. Donc, l'humain, l'humain et l'humain. Donc, voilà comment je définirais la chose en mettant toujours le bémol. Nous ne sommes pas des philanthropes. Merci, Michael. Les 3 H sans être philanthrope, humain, humain, humain. Merci, très chers panélistes. Nous arrivons à la fin de nos échanges. J'ai récolté vos 10 pépites, c'est-à-dire les 10 règles d'or de ce panel d'excellence opérationnelle. Permettez-moi de vous les lire. Donc, vous avez dit l'excellence opérationnelle, c'est d'abord une ambition pour être plus compétitif sur le marché. D'accord? Et pour être mené à bien cette ambition, deuxième point, connaissez vos forces et votre positionnement. À cet effet, le bon diagnostic est important. Troisième étape, ayez un plan clair, mettre en place une stratégie et bien définir quels sont les enjeux qu'on veut adresser. Est-ce que c'est la satisfaction des actionnaires, du client, de l'employé, des fournisseurs? L'équation, c'est de pouvoir trouver la formule magique pour pouvoir adresser tous ces éléments. Quatrième point d'or, règle d'or de nos panélistes, ne baissez pas les bras. Persévérance, persévérance, démarche continue et surtout action. Cinquième pépite d'or de nos panélistes, regardez-vous dans le miroir, évaluez-vous, mesurez, utilisez les bons indicateurs de performance pour pouvoir améliorer, utiliser la donnée pour pouvoir analyser. Sixième élément, c'était du coup, soyez prêts à vous réinventer. Ça demande en fait de bien faire, de pouvoir agir, avoir une approche agile, une approche lean qui vous permet de vous réinventer à chaque fois, essayer, mesurer, corriger, améliorer. Le septième point qui a été mentionné par vous et que nous avons bien aimé, c'est élevez-vous au-dessus des bruits de couloir. Ce qui est important ici, c'est surtout communiquer, embarquer toute l'organisation, mais surtout ne négligez pas la conduite du changement, communiquer de façon transparente pour embarquer toute l'organisation. Huitième élément, soyez une gazelle, courez comme une gazelle, pas comme un éléphant. Donc, repensez l'organisation pour qu'elle soit plus agile, plus lean.
Ça va passer par la simplification des processus, le raccourcissement des circuits de décision, la meilleure communication au sein de l'entreprise afin qu'on devienne tous des gazelles et pas que des éléphants. 9e point d'or qui a été soulevé, ce n'est pas qu'une affaire de réduction des coûts, c'est aussi des investissements. Il est important d'utiliser des accélérateurs, digitalisation technologique, outils d'aide à la décision et surtout ne pas oublier la démarche qualité qui est un pilier important, un accélérateur important pour l'excellence opérationnelle. Le dernier point que j'ai bien aimé, il faut tout un village pour élever un enfant. Ce n'est pas une affaire de top management, c'est une affaire de tout le monde, d'où nos 3 H. Il faut embarquer toute l'organisation, il faut inculquer la culture de l'excellence qui n'est pas juste un programme. Et ensuite, si nous avons un mot pour vous, très chère audience, surtout, éclatez-vous. C'est un voyage qui ne s'arrête pas, c'est une démarche continue. Et le programme d'excellence opérationnelle, ce n'est pas juste des projets, mais c'est vraiment la transformation globale d'une entreprise pour se positionner sur l'excellence. Est-ce que, mes chers panélistes, j'ai bien résumé nos échanges de 1h15 ensemble? Merci. Ok, Khadija, je te laisse la suite pour pouvoir clôturer cette deuxième série de notre PwC Talk. On vous invite, on vous attend très nombreux pour la 3e édition, pour la prochaine séance. Merci à nos experts, merci One Africa et surtout merci PwC. Merci à vous. Khadija, à toi pour fermer. Bon, Khadija n'est pas là, je ferai pour elle. Merci encore. On vous repartagera en fait le lien d'enregistrement de cette vidéo et on partagera les pépites d'or de nos panélistes très prochainement. Très bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.